Donc, le module d'aujourd'hui, dans le cadre de l'initiative Manners, donc c'est le filtrage. Comment prévenir la propagation des informations de routage incorrectes? Donc, le but du module, c'est de vous amener à comprendre les éléments de base pour la mise en place donc, du filtrage au niveau de votre réseau, dans l'intérieur de votre réseau. Sur ce module, les éléments que vous allez apprendre, c'est d'abord pourquoi il faut filtrer les annonces de vos clients et comment vous pouvez mettre en place ou construire le filtrage des préfixes ou du routage en utilisant des outils qu'on va vous présenter. Comment aussi vous pouvez vérifier donc les informations de routage de vos clients et aussi comment vous pouvez aussi arriver à vérifier que de l'appartenance donc légitime des ressources d'un de vos clients lorsque vous devez faire les annonces. Et aussi, comment signaler aux autres réseaux quelles sont les informations de routage provenant d'un réseau sont correctes. Donc, l'idée ici, globalement, c'est tout le mécanisme de pourquoi il faut faire le filtrage, comment il faut le faire, comment on peut faire des vérifications et comment on peut partager l'information pour que, de façon globale, le routage il soit correct. Donc, ce module-là, il est lié à des actions de l'initiative Manners et les actions concernées. S'il vous plaît, ceux qui nous rejoignent, merci de former vos micros, s'il vous plaît. Donc, l'action Manners qui est en lien avec ce module 4 sur le filtrage, c'est l'action qui consistait à prévenir la propagation des informations incorrectes dans le routage et qui se décline en 2 points. Donc, définir une politique de routage réseau et l'implémenter dans vos annonces et sur les annonces de vos clients en permettant donc une vérification selon les niveaux de granularité. Donc, on avait vu que lorsque les annonces sont faites, il y a un lien entre vos clients qui sont annoncés via vous et vous qui annoncez via vos upstreams. L'autre point de l'initiative ici que nous essayons d'implémenter, c'est le fait qu'on doit être en mesure donc de faire de la vérification sur la véracité des annonces que vos clients vous font et de s'assurer que toute annonce venant de vos clients sont faites sur des ressources. Donc, par ressources, ici, nous attendons les blocs d'adresses publiques, les préfixes qu'ils annoncent dans le routage BGP et que les AES qu'ils utilisent sont des AES qui leur appartiennent et qui ont été délégués par les registres régionaux, RIP, Afrinic, LACNIC, et ainsi de suite. Donc, ici, dans le but de prévenir la propagation des routes incorrectes, donc toute personne ou toute organisation, je dirais, qui participe doit implémenter le filtrage des préfixes. En implémentant le filtrage, donc, vous permettez, donc ici, en fait, vous allez permettre donc soit d'offrir, de permettre le routage ou de refuser le routage des annonces qui sont faites à partir de votre réseau.
Donc ici, ce qui est important, les opérateurs réseau doivent s'assurer donc de deux choses essentiellement. Les trafics qui viennent, que vous recevez, donc qui viennent de l'extérieur, et les trafics qui vont partir de votre réseau. Donc, dans votre cas, vous avez des clients qui sont connectés à vous. Donc, c'est de s'assurer que les routes qu'ils vous annoncent sont légitimes. Ça, c'est le premier niveau. On doit aussi s'assurer que lorsque vous recevez donc du trafic descendant, donc que les chemins de réseau autonome qui sont vus sont des chemins corrects, soit pour aller vers vos clients ou pour le trafic interne de votre réseau. Donc, en gros, je dirais, c'est comme une porte, vous devez vérifier ce qui sort de vous, que ce soit directement de vous ou des réseaux connectés à vous, et s'assurer que le trafic qui est censé venir vers votre réseau vient selon la bonne politique et que le destinataire qui fait la requête à l'intérieur de votre réseau est un destinataire légitime. Donc, un peu de détails donc dans les commentaires. Je pense pour ceux qui ont lu la documentation, vous allez voir que chaque fois que vous voyez ces livres-là, c'est des informations supplémentaires. On peut aussi voir que le filtrage, peut-être, on peut faire une prédéfinition. Il arrive souvent que vous arrivez à maintenir des filtrages automatiquement avec vos partenaires, ce qui fait que pour chaque élément, il y aura une interaction entre vous. Dans certains cas, dans la vie réelle, vous verrez qu'il y a des filtres qui sont automatiquement mis à jour, mais généralement, ça suppose que vous faites vos annonces, votre opérateur de réseau partenaire, il a ses mécanismes de contrôle et il vous laisse passer, ou alors on peut s'assurer aussi, on peut aller sur une base qu'il y a une confiance et que les annonces que vous allez faire ne vont pas entraîner un gros impact sur le réseau global. Donc, par la suite, je vous donnerai un exemple d'un incident dans un cas qu'on va expliquer peut-être un peu plus loin. Donc, ici, nous avons un exemple d'implémentation du filtrage de préfixes dans votre réseau, dans le but donc de protéger et d'éviter qu'il y ait du hijacking des préfixes. Donc, j'avais expliqué la dernière fois que les hijacking des préfixes, c'est lorsque quelqu'un essaie d'utiliser vos adresses IP et se faire passer par vous, ou le fait qu'on essaie donc d'introduire des horaires sur des routes à partir d'un ASN donné. Le premier cas ici, donc, on va voir le cas du préfixe hijacking. Donc, dans ce cas-là, ici, vous avez la situation suivante. Donc, en vert, vous avez les chemins normaux qu'un trafic devrait suivre depuis l'AS 64501 vers l'AS 15169 et ce qui est le chemin aussi des annonces qui peuvent intervenir à un moment donné. Donc, dans le diagramme ici, vous allez voir, vous voyez bien que l'AS 15169, donc qui est l'AS ici que nous appelons Google, donc l'AS 15169 ici, il annonce son bloc 888.0/24 et il y a du trafic venant de l'AS 64501 qui est l'AS 64501 qui est directement donné vers l'AS 15169. Donc, c'est comme un trafic entre les deux ASN, donc deux réseaux autonomes. S'il n'y a pas de filtrage en place, donc, nous avons vu que la dernière fois, on peut jouer sur
des mécanismes de BGP pour pouvoir donc faire une annonce et se faire passer pour l'AS 15169 que nous voyons ici et son bloc 8880/24. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc l'AS 64502 qui est rouge ici, s'il essaie d'annoncer le bloc 888/24, s'il n'y a pas de filtrage, donc il va le faire passer pour son AS, alors que nous savons qu'il appartient à ce bloc qu'on a appelé réseau Google ici. Cette annonce va être propagée à ses voisins. Donc, et ses voisins ici, c'est l'AS 64500 et l'AS 64501. Or, nous avions vu tout à l'heure que l'AS 64501 devrait interroger légitimement les ressources du 15161. Donc, s'il n'y a pas de filtrage, cela voudrait dire que la fausse annonce que le 64501 va faire via le 64500, ben, il aura une réponse du 64501 ici. Donc, 501 et 502 peuvent se mettre à communiquer s'il n'y a pas de filtrage, puisque celui-là, eh ben, il ne va pas vérifier que son voisin et le 64502 essaient de lui annoncer des ressources qui ne lui appartiennent pas. Donc, ça, c'est quelque chose, comme je l'avais dit, qui arrive très souvent lorsque vous avez surtout des ressources dormantes. Et ces ressources dormantes-là peuvent être utilisées par des personnes mal intentionnées. Ça, c'est le premier cas de figure, s'il n'y a pas de filtrage. Le second cas de filtrage et de problème qui peut arriver, donc, c'est les soucis sur les routes. Donc, ici, nous voyons ici que l'annonce va toujours du 64501 du 64502 du moins vers le 15169. Donc, et le trafic du 64502 est directement connecté, est envoyé donc vers le 15, destiné du moins vers le 15161. S'il n'y a pas de filtrage implémenté, donc nous pouvons se retrouver dans une situation d'usurpation de route parce que la propagation de l'information ici va être basée sur le fait que moi, je suis lié à un provider. Si ce provider-là m'envoie une information et que je n'ai pas de possibilité ou qu'il n'y a pas eu de possibilité de filtrage, je serais tenté d'envoyer mon trafic via ce chemin. Ce qui fait que, au lieu d'être directement connecté là, ben, je vais aller passer par quelqu'un qui essaie de m'annoncer une route. C'est comme quelqu'un qui te dit, oh, voici un raccourci pour atteindre une destination, alors que le raccourci en question n'est pas la bonne. Donc, c'est deux cas de figure qui peuvent arriver et qui feront que le trafic initialement envoyé par le 64502 à destination du 15169 ici, va suivre un chemin via un réseau qui n'est pas normalement correct. Donc, qui en l'occurrence ici est l'ASB ici. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent vous arriver et vous allez vous retrouver avec une redirection de votre trafic vers une destination qui n'est pas ce que vous souhaitez. Mais comme nous l'avons dit la dernière fois, pour éviter cela, pour éviter ces cas de figure-là, nous avions vu qu'il y a des bases qui existent, des bases qui sont gérées par les registrars, donc ces organisations qui nous donnent des adresses pour permettre de stocker l'information utile de routage pour permettre à ceux qui sont impliqués dans les processus de routage de pouvoir faire des vérifications automatiquement. Donc, on avait vu ici que vous, pour construire votre politique de routage, vous devez connaître des informations
d'annonces, donc de routage, que vos clients sont censés vous envoyer. Vous avez deux choix. Soit vous le leur demandez, ce qui se fait gentiment lorsque vous devez mettre en place le routage, ou alors, même s'il peut vous le dire, ça ne vous empêche pas d'aller vérifier. Donc, dans la pratique, ce qui se passe lorsque vous devez monter une session JPJP avec un partenaire, généralement, vous aurez des tickets qui seront ouverts dans vos réseaux. Et ces tickets-là vont vous permettre de partager les adresses de point à point pour vos montages BGP, de connaître quelles sont les routes qu'ils sont censés pouvoir annoncer pour que vous puissiez mettre en place vos filtres. Mais une fois qu'ils ont partagé ces informations, ce que vous faites à l'arrière, vous partez interroger les bases pour vous assurer que ce qu'ils vous ont dit juste existe là-bas. Si par exemple, ils vous ont donné des préfixes, donc des blocs d'IP, /24, /18, /16, et que ces IP-là n'ont pas de route objet associée, vous allez leur demander donc d'aller créer les routes objets associées sur le RIR auquel ils sont rattachés pour que les bases RADDB puissent se mettre à jour avec les bases des RIR. Donc, les deux points de stockage que nous avons vus, donc, il y a la base IRR et la base RPKI. Ah, sorry. Pardon. Donc, ici, aussi autre chose, il est important, avant de construire la politique de routage, de vérifier les informations qu'on vous a transférées, donc de faire, je vais dire quoi, les vérifications d'usage. C'est comme vous donnez une carte d'identité à un agent de police ou un agent de sécurité. Et il vérifie si c'est vraiment vous. Il peut appeler votre nom pour voir est-ce que vous allez répondre. Donc, ici, on a un exemple de base où vous pouvez aller vérifier l'appartenance ou l'appartenance d'une ressource qu'un de vos clients vous a donnée. Ceux qui ont les micros ouverts, s'il vous plaît, fermez-les. Donc, ici, on a l'exemple de la base de RAP MCC pour la zone Europe, mais nous avions vu la dernière fois la base de Afrinic. Et pour tous les registrars, il suffit d'aller sur le site de APNIC et l'APNIC ou d'aller sur RADDB et pour pouvoir faire les vérifications. Donc là, c'est un exemple pour aller faire la vérification. Un peu comme on vous a donné le portail RADDB pour faire des vérifications. Donc, c'est quelque chose que vous devez intégrer dans votre mode de fonctionnement pour que dans un premier temps, dès qu'on vous donne quelque chose, il n'y a pas de confiance, vous faites la vérification de telle sorte que, en cas de litige, vous aviez fait. Si votre client vous dit que c'est des ressources d'une tierce entité, mais qui les autorise à faire les annonces, dans la pratique, ce que vous devez leur demander, c'est une LOA, donc une lettre du propriétaire réel qui vous dit « j'autorise telle personne ou telle entité à faire le routage pour moi ». Parce qu'il peut arriver que chez Afrinic, en tant qu'individu, vous avez par exemple réservé des ressources sans réserver d'AS. Ça existe. Et que vous voulez maintenant faire router ces AS-là via un opérateur de réseau et configurer votre réseau avec vos adresses. Les adresses, c'est vous qui êtes membre d'Afrinic, mais vous n'avez pas pris ces adresses-là avec, par exemple, un AS autonome. Donc, vous devez faire ce qu'on appelle une LOA dans ces cas. Donc, en tant que participant Manners, vous êtes tenu donc de construire le filtrage avec ces deux bases que nous allons parcourir un à un.
Donc, s'assurer qu'ils ont enregistré les routes objets dans la base du registre régional. S'assurer aussi qu'ils ont créé les ROA pour le RPKI et dans la base RPKI. Pour le premier, excusez-moi, je crois que j'ai cliqué sur le mauvais. Sorry. Donc, là, nous avions aussi vu la semaine dernière un peu l'usage de cette base-là. Donc, quel type d'informations vous pouvez retrouver dedans pour pouvoir, parce que par la suite, on verra qu'on peut les exploiter pour pouvoir construire votre politique d'envoi de routes à l'extérieur et aussi de voir comment vous pouvez aussi filtrer le trafic. Voilà. Donc, c'est des bases qui existent, qui sont publiques et normalement, vous devrez pouvoir trouver l'information utile là-dedans. Donc, vous pouvez aussi, dans vos pratiques ou dans la mise en place de la politique de routage dans votre entreprise, vous assurer que il y a des adresses classiques qui sont je vais dire quoi, des mauvais blocs. Donc, vous pouvez donc prendre l'habitude aussi de considérer donc la mise en place de politiques. C'est comme, je vais dire, supposons qu'il y a des réseaux zombies connus. Et ces réseaux zombies-là, vous pouvez décider donc d'anticiper et donc de mettre en place une politique les concernant dans votre réseau. Donc ici, nous avons un exemple de choses que vous devez aller vérifier dans la base du registre régional. Donc là, on a le cas de l'opérateur 64500. Donc 64500, il est là. Donc, qui essaie de voir si ses clients comme le 64501 ont enregistré tous les éléments utiles donc dans les bases. Donc, il peut ici vérifier les différentes routes objets et ce, donc les routes objets sont correctement annoncées. En partant vérifier, il va les trouver. Il peut aussi voir est-ce que les annonces qui sont faites conformément aux routes objets. Donc, une chose est de créer les routes objets, donc dans les registres, dans les bases des registres régionaux. Donc, ça, c'est ce que le client ou le propriétaire de la ressource fait. Mais vous, votre rôle, c'est d'aller vérifier et puis de s'assurer que l'annonce qu'il vous fait est conforme. Donc, ici, nous avions aussi le cas ici où on a vu que vous pouvez donc taguer les objets de vos clients. Donc, on avait vu les mécanismes de tag avec AS7. Donc, vous pouvez aussi vérifier le type de route qu'ils ont, ces routes V4, V6 qui sont autorisées. Vous pouvez donc vérifier là si c'est comment on appelle, des préfixes liés à des clients s'ils ont été bien enregistrés. Vous pouvez aussi voir ici donc si les politiques de routage ont été publiées convenablement. Donc ici, vous avez trois mécanismes que vous attendez, donc que vous pouvez attendre de vos clients ou d'une annonce donnée. Donc, on avait vu la semaine dernière comment ces éléments-là sont créés dans les bases des registrars avec des interfaces qui sont assez conviviales. Donc, ici, comme on l'a dit, c'est vrai qu'on vous demande de mettre en place des mécanismes de filtrage, mais on ne vous dit pas d'inventer ça à partir de zéro. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a des outils. Donc, vous avez en l'occurrence 3 outils ici. Donc, ces 3 outils peuvent fonctionner avec la politique de routage des bases IRR. Donc, ça a été pensé pour.
et ils vous permettent de construire automatiquement les filtres d'entrée ou de sortie, donc en parsant les objets d'un ASN donné et qui est disponible déjà dans la base. Donc, ça vous facilite la vie pour pouvoir préparer, si je peux dire, des scripts. Donc, au lieu de vous fatiguer, des bases existent déjà. Donc, vous allez juste utiliser des outils pour pouvoir interroger ces bases-là et construire ce que vous voulez. Le premier, c'est IRR Toolset. Donc, lui, c'est un outil qui vous donne un certain nombre d'outils. Donc, vous aurez remarqué qu'il est souvent beaucoup plus intéressant lorsque vous travaillez dans ce type de secteur de vous familiariser, je dirais, avec Linux ou le monde Unix de façon générale parce que certains outils vont être beaucoup plus faciles à exploiter lorsque vous êtes plus ou moins à l'aise avec l'exploitation de Linux. Donc, pour ceux que ça intéresse de pouvoir voir comment ça fonctionne, et vous pourrez les voir là. Et c'est dans ce but-là que je vous propose qu'à l'issue du commentaire du cours, qu'on puisse aller sur une phase dans un autre cours sur un peu de manipulation. Donc, celui-là, il est là, il est simple, vous pouvez l'exploiter. Vous avez aussi les BJP Q3, qui est aussi un outil qui peut se connecter à la base des registres régionaux et de construire la liste des préfixes listes. Si vous avez vu la dernière fois l'exercice que nous avions fait, c'est que vous étiez allé interroger des bases, retrouver les préfixes, mais vous verrez ici avec l'usage de BJP-PQ3 qu'on peut, lorsqu'on l'invoque pour la version V4, donc là, en ligne de commande, il va aller sur l'AS 64 500. Vous construisez, vous pouvez lui donner le nom d'une liste, donc vous pouvez donner un nom. Il va vous trier donc tous les préfixes qui sont là. Par exemple, pour ceux qui étaient allés chercher, je ne sais pas, sur PyRingDB ou bien sur RadDB ou sur d'autres outils que je vous avais donnés. Ici, vous allez vous rendre compte qu'on peut le faire autrement, juste qu'on puisse être plus à l'aise avec les lignes de commande. Si c'est les préfixes V6 que vous voulez invoquer, donc vous pourrez les invoquer aussi ici. Là, l'outil va juste invoquer, va aller interroger les bases des registres qui sont les registres régionaux qui sont déjà là et vous sortir déjà des préfixes listes que vous pouvez implémenter dans vos tables de routage à votre niveau. Le troisième élément, donc le troisième outil, donc lui, il vous permet, comme pour l'outil précédent BJP-Q3, il vous permet de construire des fichiers de configuration avec des options pour pouvoir peut-être avoir un peu plus de flexibilité. Il permet aussi de faire un suivi des changements sur les préfixes, ce que vous aviez déjà en production. Et puis, il vous permet aussi c'est comme de faire un suivi de versionning, donc pour ceux qui sont en développeurs dans le groupe, donc pour faciliter la vie des admins de routage internet, des routeurs Internet, parce que quand on a 2, 3 préfixes, ça va, mais lorsque vous êtes, par exemple, admin, vous occupez des routages Internet pour un gros réseau, à un moment donné, le manuel ne peut pas être ce qu'il faut utiliser tous les jours. Donc, vous devez travailler à automatiser vos configurations et à vous faciliter la vie. Donc ici, on vous explique un peu une fois que vous le téléchargez. Donc, il y aura un custom, comment on appelle ça? Alors, customiser. Bon, des configurations de base
pour pouvoir s'adapter à votre environnement. Vous pouvez aussi adapter le fichier, donc un fichier de conf là pour donner des informations sur votre compagnie, et voilà, inclure des emails ou, comment on appelle, si vous avez une politique interne de présentation d'un certain nombre de choses, donc vous pouvez mettre tout ça dedans, ce qui va faire que chaque fois que vous allez utiliser l'outil, vous n'allez pas passer votre temps à mettre à jour manuellement. Donc, tout ce qui peut être automatisé, vous l'automatisez là. Ensuite, vous avez aussi, donc là, vous devez aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, les éléments que vous invoquez dans l'interrogation des bases IAR, donc vous pouvez les mettre ici. Vous pouvez y inclure les adresses de mise à jour. Donc, c'est comme si vous préparez vos scripts pour que dans la vie de tous les jours, ça puisse vous faciliter le travail. Donc, une fois que le fichier, le script est préparé, donc là, vous pouvez lancer le script. Il pourra donc parser l'ensemble des préfixes qui sont liés et puis donc vous sortir quelque chose que vous pourrez exploiter. Donc, une fois que vous avez fait ce parsage-là, donc vous aurez donc, l'outil va vous générer des fichiers de configuration prêts à être utilisés pour vos routeurs. Donc, on verra par la suite quels sont les types possibles qu'on trouve. Donc, globalement, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que, certes, on vous a donné des outils pour aller interroger les bases, mais il y a des petits bouts de code qui peuvent vous permettre d'automatiser un certain nombre de tâches. Voilà, c'est un peu ces outils-là que vous devrez mettre à côté de vous comme votre couteau suisse en tant que gestionnaire de routeurs Internet. Donc, une chose qu'on a dit aussi, c'est que là, on a parlé de comment bâtir et préparer un certain nombre de choses. Quelque chose qui est aussi important, c'est comment vous pouvez vérifier. Une chose est de préparer des scripts, mais quelque chose d'important aussi est de vérifier que ces scripts-là sont corrects avant d'aller les implémenter. Parce que vous travaillerez souvent sur des routeurs en production. Et en travaillant sur les routeurs en production, vous n'êtes pas dans une situation où vous allez aller lancer un script qui va paralyser le service. Donc, il y a des mesures de contrôle qui s'imposent à vous. Donc, vous devez vérifier la syntaxe, s'assurer que les scripts que vous avez préparés ne sont pas mal formés, ne contiennent pas des erreurs, ne donnent pas des informations sur, par exemple, des plateformes de routage. Si vous voulez un certain nombre d'éléments que vous ne devez pas divulguer ou que vous ne devrez pas laisser arriver en production. Vous assurez aussi que vous n'avez pas eu des erreurs sur comment on appelle, sur les masques des adresses. Donc, ça peut arriver, ça peut vous faire passer votre week-end au bureau simplement parce que le bon masque n'est pas appliqué. Et que aussi vous n'êtes pas en train de configurer quelque chose voilà, qui ne devrait pas, qui devrait pas être fait. Donc, il y a la vérification des syntaxes. Ensuite, vous devrez aussi vous assurer que si vous avez des politiques internes, par exemple de validation de script, que le nouveau script ou la nouvelle politique concernant un client ou concernant un routage que vous avez préparé, qu'elle est conforme donc à des pratiques internes. Donc, dans certaines entreprises, par exemple, on vous dira, lorsque
il y a un micro qui est ouvert, s'il vous plaît, si vous pouvez fermer. Donc, vous allez voir souvent ce qu'on appelle des change boards. Donc, vous avez par exemple des instances de validation de tous les changements à faire sur le réseau. Et si ce que vous voulez faire n'a pas atteint peut-être un seuil de validation interne, donc vous ne devez pas aussi appliquer. Voilà. Donc, si vous gérez un grand réseau, dans tous les cas, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas faire à votre tête, vous êtes soumis à un processus de validation pour être sûr que tout marche bien. Donc, ici aussi, il y a ce qu'on appelle la validation. Donc, au-delà de la syntaxe du Delta Check, il y a le Beacon Check. Ici, c'est de s'assurer si dans votre réseau, je pense que je vous avais dit au début qu'au niveau international, le minimum qu'on peut router, c'est un slash 24. Supposons que vous avez affaire à un opérateur qui n'est pas familier à ce type de politique et que vous n'avez pas peut-être un mécanisme de contrôle et qu'il vous envoie, par exemple, je ne sais pas, un slash 26 à router, ben, vous allez lui dire gentiment non, le minimum c'est ça, ça ne pourra pas passer. Et en ce moment, votre beacon va faire en sorte que même si vous aviez oublié, donc en passant le check à ce niveau-là, ça va bloquer. Voilà. L'important ici, c'est de garder à l'esprit que lorsque vous avez en charge un réseau d'une certaine importance, le plus important pour vous, c'est d'arriver à faire en sorte que l'interruption de service soit le plus bas possible. Voilà. Donc, quand vous préparez des changements, vous devez prendre des précautions. Donc, les points que nous avons énumérés ici concernaient toutes les informations que nous allons bâtir ou exploiter sur la base de la base gérée par les registres régionaux. Mais nous avions aussi vu qu'un des dépôts, c'est la base RPKI pour tout ce qui est allocation, validation des ressources liées à la validation de l'origine de la route. Donc ici, nous avions dit que nous avions des objets cryptographiques qui étaient signés, qui permettaient donc de dire que votre AES ne laisse passer que telle taille de préfixe, et cette AES, voilà, vous avez des conditions que vous pouviez fixer et ces conditions-là étaient représentées d'une certaine manière. Donc, la signature ici, on avait donné un certain nombre d'informations, la validité, les types de préfixes, la taille, voilà. C'est des informations qui sont cryptées et on avait vu et on le verra par la suite. Il y a une double signature gérée par le registre régional sur la base du routage que vous allez envoyer sur Internet, ce qui permet aux opérateurs tierces de pouvoir valider qu'un routage qui est censé venir de vous est vraiment de vous. Donc ici, donc on avait dit qu'il y a, je vais dire quoi, il y a une infrastructure de confiance qui est généralement gérée par les registres régionaux, donc Afrinic, RAP, NCC, AFNIC, et ils permettent donc de faire la certification. Et je vous avais dit que pour pouvoir avoir, même si vous êtes route mainteneur, pour pouvoir activer le RPKI, il vous faut écrire à votre registre régional qui, après identification, vous donnera les éléments nécessaires pour pouvoir construire ces clés. Donc ici, nous avons un cas de figure donc, où donc, on a ici donc, un réseau qui participe au MANERS, donc le 64 501 ici, il annonce ce bloc IPv6. Donc, on va voir que l'infrastructure de confiance qui a été utilisée pour signer les ressources, donc pour dire que les ressources, telle ressource appartient à un tel. Donc, cette infrastructure de confiance-là donc, va donc entrer en jeu pour s'assurer que si l'annonce est faite par autre acteur autre que celui qui a normalement la signature des ressources, le trafic ne passera pas.
ça, c'est quelque chose qui est important et que vous devez prendre en compte lorsque vous mettez en place votre mécanisme de filtrage. Donc ici, vous voyez que dans la base, dans l'infrastructure de confiance, on voit que les ressources sont signées pour un certain délai et que ce délai-là, ben, il peut expirer parce que ce qui peut arriver aujourd'hui, il y a des possibilités de transfert des ressources entre les régions. Ça voudrait dire que lorsque vous avez activé donc un mécanisme de confiance sur des ressources, vous ne pouvez pas remettre les ressources là en transfert intra-région ou dans les cas où le transfert est extra-région, vous ne pouvez pas les libérer parce que il va falloir que le registre régional fasse un clean-up et donc un nettoyage de vos ressources avant de pouvoir les mettre sur le marché. Voilà. Donc, vous allez voir aussi qu'il y a des scripts de vérification donc, de ce type de signature-là pour s'assurer que la ressource est propre, est clean pour pouvoir être mis sur le marché pour les registres régionaux, mais que c'est quelque chose qui est conforme pour être mis dans les informations de routage. Donc, ça montre que lorsque de plus en plus d'opérateurs de réseau vont adhérer à l'initiative MANERS, on va petit à petit se retrouver dans une situation où le routage Internet va se porter mieux que ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, comme je le disais tantôt, si vous êtes en environnement Linux, Ubuntu ou Debian, donc vous pouvez manipuler peut-être avec un peu plus d'aisance les informations. Et ici, en l'occurrence, vous pouvez installer un paquet, donc natif Debian ou Ubuntu, qui vous permet donc de pouvoir procéder donc à la validation, donc à la vérification d'un certain nombre d'éléments de routage. Je le disais tantôt que lorsque vous utilisez les outils qu'on vous a donnés, nous avons dit qu'il y a des scripts qui sont souvent préparés et vous allez voir ici que si les sites de certains registres, sur les sites de certains opérateurs de points d'échange, il y a un micro ouvert, s'il vous plaît, merci de fermer. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a des scripts qui sont déjà disponibles, notamment en Cisco, Juniper. Ça dépend. Sur le site de RAP-NCC, vous allez voir du Cisco, Juniper. Mais vous allez aussi vous rendre compte que chez certains registrars, il y a beaucoup d'ingénieurs, souvent de constructeurs qui ont travaillé. Donc, ils essaient de faciliter la vie pour les déploiements. Donc, si vous voulez déployer le RPKI et la validation RPKI, ici, RIPE vous propose des scripts Cisco et Juniper. Donc ici, pour les scripts Cisco du moins, voilà un peu les éléments que vous devrez invoquer dans la configuration du routage BGP sur votre routeur. C'est un exemple, donc ça dépend donc de vos éléments auxquels il faut adapter. Vous pouvez aussi, donc vous allez voir des bouts de script, je dirais, ou des commandes pour pouvoir procéder à cette vérification-là si vous êtes dans le cas de Cisco. Si vous êtes Juniper, ben, vous verrez aussi que ceux qui sont familiers à Juniper, vous verrez que la syntaxe des commandes Juniper est différente de celle de Cisco. Et si vous êtes Huawei, Alcatel, ça voudra dire qu'il va falloir ou Microtik, ça voudrait dire qu'il va falloir vous documenter sur voir la documentation de votre équipement et pouvoir adapter et contribuer et participer à la signature ou à la validation du RPKI. De façon générale, ce qui est important à savoir, c'est de se dire que quel que soit le type de routeur que vous avez, il y a des prérequis
de vérification à faire. Est-ce que votre routeur supporte le RPKI? Si ce n'est pas vraiment un vieux routeur. Et selon le cas, si ce n'est pas un routeur qui est grand marché comme Cisco, Juniper, vous pouvez vous rapprocher, si c'est Alcatel, Huawei ou Microtik ou autre chose, vous regardez dans la documentation, généralement, ils ont déjà prévu les éléments pour voir votre validation. Donc, voici un peu comment on exploite ces deux outils-là pour pouvoir l'appliquer au filtrage. Donc, je crois qu'on est là sur la fin de la présentation globale du cours. Et comme d'habitude, il y a 5 questions. Donc, les 5 questions, je vais permettre que ceux qui le souhaitent, un à un, vous pouvez, je pense, il y a une option pour lever la main lorsque vous voulez parler. Donc, pour répondre aux questions ici du cours, et ensuite, je vais passer dans le chat pour voir vos questions. Donc, pour la première question, un volontaire. Donc, ici, dans le cours, nous avons vu que pour implémenter le filtrage, il y avait des éléments à prendre. Enfin, on implémentait le filtrage pour empêcher quelque chose. On nous parle de préfixe hijacking, de DDoS ou de rootleaks. Donc, ici, Boniface, selon toi, quelle est la bonne réponse? Boniface, tu peux parler? Oui, oui. Selon moi, nous avons parlé de 2 concepts donc qu'on doit éviter dans le réseau. Le préfixe hijacking et le root leak. OK. Voilà, c'est exact. Comme on l'a dit, c'est là où on avait le schéma. Donc, soit c'est quelqu'un qui essaie d'annoncer des préfixes qui ne lui appartiennent pas, ou que votre fournisseur vous envoie un chemin incorrect. Là où on avait vu, ou pour aller vers le réseau qu'on appelle Google, là, on prenait un chemin plus long. Donc, le but du filtrage, c'est surtout pour éviter cela. La seconde question, alors je vois Michel. Donc, nous avons vu que le filtrage de préfixes, alors la question c'est le filtrage de préfixes aide à protéger contre des attaques comme le hijacking et le rootleaks. Donc,